Alors, aujourd'hui, on a fini la semaine dernière le chapitre sur les parois verticales, avec donc, tout ce qui était parois moulées, les pales planches, les milieux sécants, les sols mixtes, etc. Donc tout ce qui était parois verticales. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre suivant, qui est sur tout ce qui est les fondations sur pieux. Ce sont vraiment les deux chapitres clés du cours, hein, qui sont les plus utilisés, vous allez utiliser le plus souvent dans votre carrière future. Ce sont les parois verticales, et puis alors le chapitre sur les pieux. On va commencer, comme d'habitude, par une petite introduction avec quelques rappels théoriques. Et puis après, on va voir les différentes techniques qui sont mises en œuvre et quels sont leurs avantages et inconvénients. Pour commencer, petit rappel théorique. Donc, les pieux. Pourquoi les pieux? Et pour transmettre en fait un effort au sol. On a en fait trois cas. On a le premier cas, le plus classique, je vais dire, où on a un pieu qui est sous une charge verticale axiale de compression. Et donc, on va transmettre cette charge axiale de compression au sol. L'autre cas qui est assez fréquent, c'est qu'on va avoir une charge de traction. Et le troisième, c'est qu'on peut avoir un effort horizontal ou un moment qui va être transmis au sol. Si on a une charge de compression, on a évidemment la capacité par frottement dans le sol et puis la capacité en pointe. Pour une charge de traction, on a uniquement la friction du sol, on n'a pas de capacité en pointe. Et si on va mettre un moment ou un effort horizontal, eh bien, on va reprendre notre effort par traction-compression horizontale sur le pieu. Et donc, on va avoir une ligne de moment qui va être telle que celle-ci. Ce qui est intéressant à voir, hein, donc si on a une charge, un effort normal, eh bien, on voit que dès qu'on a du frottement, eh bien, on va avoir cette charge normale qui va diminuer et le résiduel, lui, va passer en pointe. Pour pouvoir avoir un déplacement, pour pouvoir mobiliser une résistance, je dois avoir un déplacement. Et donc, quand je vais charger mon pieu, je vais avoir un déplacement unitaire. Si on revient ici en compression, je vais avoir un déplacement unitaire qui va mobiliser le frottement du sol et donc, ainsi de suite, transmettre cet effort du pieu au sol. Et donc, ce qui est important, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je dois avoir un déplacement du pieu en lui-même pour mobiliser une capacité. Dans les charges qu'il ne faut pas oublier, c'est souvent le frottement négatif. Donc, d'où est-ce qu'il vient? On a un pieu, on a le sol autour, on a une couche de sol qui est de mauvaise qualité. Hein. Si on met des pieux, c'est qu'on a une couche de sol de mauvaise qualité habituellement. On ne va pas mettre des pieux dans un très bon sol pour une charge verticale axiale de compression. Et donc, on va avoir le pieu, on va avoir sa capacité ici en frottement à reprendre le sol, de reprendre l'effort de compression. Et alors, on peut avoir un effort complémentaire qui doit être pris en compte dans le dimensionnement qui vient du frottement négatif. Et en fait, si on charge le sol autour du pieu, en le chargeant, ce sol va tasser. Comme il tasse, il va avoir un déplacement relatif, et ce déplacement relatif va entraîner que l'on va avoir un effort qui va être transmis du sol vers le pieu, et donc qui va surcharger le pieu. Cet effort, cet effort en surface, ce frottement négatif, il peut venir principalement de deux causes. La première chose, c'est d'avoir un chargement au niveau du sol en surface, ou bien, si je vais faire un rabattement, on a vu ça dans le chapitre de rabattement, si je veux faire un rabattement, je vais augmenter la valeur effective de mon sol ici, et donc je vais créer un tassement. Un chargement qui va créer un tassement. Si je fais une excavation, je peux avoir un gonflement de mon sol, et ce gonflement de mon sol va créer le même phénomène. Donc je vais avoir une traction complémentaire dans mon pieu qui provient du gonflement de mon sol. De nouveau, j'ai mon sol qui veut gonfler, j'ai mon pieu qui va le retenir par frottement, et donc qui va transmettre cet effort. De nouveau, le plus souvent, ça va provenir d'une excavation, ou bien lorsqu'on va avoir la nappe d'eau qui va remonter très fortement, et donc on va de nouveau avoir les contraintes effectives qui vont, dans ce cas-là, diminuer,
Et si mes contraintes effectives diminuent, je vais avoir un gonflement de mon sol. Pour finir là-dessus, quand est-ce qu'on a un frottement négatif, le cas le plus fréquent, c'est tout ce qui est comment dire, des appuis de pont. Hein, donc on va avoir la culée du pont. La culée du pont, on va avoir la route à une certaine profondeur. On va monter la culée du pont. Pour avoir la culée du pont, on va faire un grand remblai à l'arrière de la culée. Ce remblai va entraîner une surcharge importante à côté du pieu qui va entraîner un tassement du sol et qui va entraîner un frottement négatif très important. Les pieux, comme vous l'avez vu certainement avec M. Ward, donc on va les classer en 3 groupes. Le groupe 1, où on va avoir les pieux qui sont entièrement à refoulement. Première famille dans ces pieux entièrement à refoulement, on a les pieux qui sont soit battus, soit poussés dans le sol. Le plus souvent, on va avoir tout ce qui sont des pieux préfabriqués, aussi bien des pieux en béton préfabriqués. On peut avoir des pieux qui vont être coulés en place avec une base d'énergie, par exemple, ou des pieux qui vont être mis en place avec refoulement du sol. On peut avoir aussi des pieux en acier qui vont être battus. L'autre grande famille du groupe 1, ce sont tout ce qui représente les pieux vissés. Hein, donc on va avoir les pieux vissés où on va retirer le tube, et donc on va avoir le béton qui va être dans le pieu, et puis on va avoir aussi les pieux vissés qui seront avec un tube perdu, et donc on va avoir la tête du pieu vissé et tout le pieu qui va être avec un tube perdu. Donc, premier grand groupe de pieux, les pieux à refoulement latéral complet. Deuxième groupe de pieux, ce sont les pieux où on va avoir une légère décompression. Ou en tout cas, on va extraire du sol, mais on va prendre des mesures spécifiques pour diminuer au maximum la décompression. Ça peut être des pieux qui vont être soit battus, soit vibrés, hein, des pieux en acier, ou bien, le plus souvent, ce sont tous les pieux CFA. Donc les CFA pour Continuous Flyers Auger Piles, donc ce sont en fait des pieux qui sont faits à la tarière, avec une vis d'Archimède. Et donc pour diminuer la décompression, on va principalement mettre en place le premier groupe, où on va bétonner ce pieu avec une surpression de béton pour repousser au maximum le sol. On verra ça évidemment dans les types de pieux que l'on va analyser. Et puis, troisième groupe, des groupes avec un déplacement, avec une extraction complète du sol. Ce sont les pieux CFA, donc sans prendre des mesures spécifiques par rapport à la décompression, mais principalement le plus connu, c'est le pieu foré, les barrettes, toutes ces choses-là. Donc on a excavé entièrement le sol, on a enlevé le sol, on a enlevé complètement le sol avant bétonnage. Et donc on a une décompression importante du sol. On regarde ça un petit peu, point de vue comportement. Si j'ai un groupe 1, donc j'ai un système avec refoulement complet, donc quand je vais mettre le pieu en place, je vais repousser le sol de gauche à droite. Et donc, je vais entraîner une certaine pré-contrainte dans mon sol. Donc, je vais précharger mon sol, qui va venir vraiment serrer très fortement mon pieu. Et donc, dû à cette pré-contrainte, quelque part, je vais avoir un système qui va réagir de façon beaucoup plus rigide. Et on va voir après ce que ça veut dire dans le slide suivant, ce que ça veut dire, mais donc je vais avoir un système plus rigide, et donc capacité portante qui va être plus importante pour un pieu d'un même diamètre. Si je vais dans le groupe 3, à l'autre opposé, avec une extraction complète du sol, et bien là, je vais diminuer les contraintes dans le sol, et donc je vais faire que mon sol va être plus lâche. Et donc, je vais créer une décompression qui va faire que tout mon système va être beaucoup moins rigide, et comme il est moins rigide, il va avoir une capacité portante plus faible. C'est ce qu'on a montré ici. Ici, on a un CPT qui était fait à Callot. Callot, c'est de côté d'Anvers. On a une mauvaise couche, puis une très bonne couche de sable. Et on a deux CPT. On a un CPT noir qui est le CPT initial, et le CPT à côté qui est aussi le CPT après exécution du pieu foré, donc avec extraction du sol. On voit que ces deux CPT, finalement, ne sont pas si loin l'un de l'autre.
Hein, avant ou après, ils sont pas sillonnés l'un que l'autre. Par contre, dans ce sable, on a fait un essai de chargement d'un pieu en vraie grandeur. Et donc, on a deux pieux. Un pieu qui était battu, qui était entièrement avec un refoulement complet. Et on a un pieu qui était foré avec extraction complète du sol. Et on a ces deux courbes de chargement. Si on regarde, on a la courbe ici qui est en très plein, qui est le pieu battu, et on a la courbe ici en pointillé qui est le pieu foré. On a le tassement qui nous est donné ici. Ce qu'on voit, c'est que à la fin, les deux pieux en fait ont plus ou moins la même capacité. Je veux dire par là, vous allez charger un pieu statiquement, qu'il soit à refoulement ou qu'il soit à, comment dire, avec extraction de sol. Ce pieu, il ne va pas traverser la Terre. Donc, il y a un moment où son déplacement va s'arrêter. Et donc, on va effectivement avoir, on a un système élastomère, toujours, hein, le sol est élastomère habituellement. Et donc, on va avoir des déplacements faibles au début qui vont augmenter. Et puis, quelque part, on va avoir pour une augmentation de charge des déplacements très importants. Mais on va toujours avoir une certaine capacité. Ce n'est pas que votre pieu va descendre et va traverser toute la Terre. Par contre, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, quand on veut déterminer la capacité portante d'un pieu, on va dire qu'un pieu est à la rupture une fois que son déplacement est équivalent à 10% de son diamètre. Donc si j'ai un pieu de 600, si j'ai 60 mm de diamètre, 600 mm de diamètre, si j'ai 60 mm de déplacement, je veux dire que j'ai atteint la rupture de mon pieu. C'est un point très important, ceci. Si vous avez un pieu qui s'est déplacé plus que 10% de son diamètre, on dit que le pieu a atteint la rupture. Et donc, il n'est plus bon du tout. Et donc, si on regarde avec cet œil-là le graphique ici qui nous compare les deux types de pieux, on se rend compte que si on prend un pieu de 600 et qu'on prend 60 mm de déplacement, eh bien, la capacité portante entre le pieu foré ou le pieu foré et le pieu battu est très importante. Ici, on est de l'ordre de 4 méganewtons, 4000 kN, et ici, on va être de l'ordre de 5005. Donc, c'est important à le voir. Donc, les deux pieux, en fait, à l'infini, on va dire, pour un déplacement infini, eh bien, on va avoir une charge ici au bout qui est la même, mais ce n'est pas cette charge-là qui me donne la capacité de mon pieu. La capacité de mon pieu m'est donnée pour un déplacement équivalent à 10% du diamètre du pieu. C'est un peu ce que j'ai résumé ici sur le slide. Et donc, la différence est importante entre les deux pieux. Habituellement, un pieu va travailler à plus ou moins 50% de sa charge complètement à la rupture. Donc, la charge de rupture est donnée à 10% de son diamètre, et on va avoir un déplacement équivalent à 10% de son diamètre, et on va travailler avec un facteur de sécurité global, en gros, de 2, et donc on va travailler à 50% de ces valeurs-là. Ce qui veut dire que mes déplacements sont faibles à très faibles. Donc si je prends mon petit graphique ici, je vais avoir pour mon pieu battu, je vais voir ici une rupture à 5,6, et puis je vais, donc, avec ce déplacement qui m'est donné de 60 mm, je vais travailler à 50% de cette charge, et donc je vais avoir des déplacements qui vont être de l'ordre de maximum 10 mm. Et donc c'est important de bien voir que ce pieu, finalement, se déplace très très peu par rapport à son déplacement à la rupture, et de voir vraiment qu'on a une courbe en fait qui est très plate dans la première partie, et puis qui va plonger.
Donc la capacité portante de mon pieu battu est finalement beaucoup plus grande que la capacité portante de mon pieu foré, puisque je me limite à un certain déplacement. On renfonce le clou encore ici. J'ai un pieu à refoulement. J'ai ma courbe de capacité à 10% et je vais avoir ma charge qui est donnée ici. Si sur ce même graphique, je remets mon pieu foré, eh bien, j'ai une différence de comportement qui est tout à fait différente, qui est importante. Et donc, pour 10%, pour un déplacement équivalent à 10% de diamètre de mon pieu, j'ai une charge qui va être beaucoup plus faible. Pour dimensionner mon pieu, j'ai la somme de ma capacité en pointe et ma capacité en frottement. On va calculer ces deux facteurs de façon séparée. Deux grandes méthodes de calcul. Une qui est donnée ici, l'autre qui n'est pas déterminée ici. La première, c'est de dire, OK, on peut faire des essais en vraie grandeur. Donc, je vais faire des essais de pieux et je vais en faire suffisamment pour avoir une valeur statistique par rapport à la capacité de ces pieux. Et sur base de cette valeur statistique, je vais pouvoir calculer la capacité portante de mon pieu. Ça coûte cher, puisque vous allez devoir faire un certain nombre de pieux que vous allez devoir charger jusqu'à la rupture, donc jusqu'à 10% de leur, avec un déplacement équivalent à 10% de leur diamètre. Ces pieux après là, vu qu'ils ont été chargés à la rupture, vous ne pouvez pas les utiliser dans votre ouvrage définitif. Donc vous devez vraiment faire une campagne d'essai de pieux séparés sur votre chantier et ces pieux sont perdus, donc ça coûte de l'argent. Une fois que vous avez fait cette campagne, vous devez analyser les résultats et puis seulement vous pouvez commencer à calculer vos pieux. Et une fois vos pieux sont calculés, vous pouvez commencer la production. Donc ça prend beaucoup de temps. Et donc finalement, c'est rarement économiquement intéressant de le faire. Donc on va rarement baser notre dimensionnement de nos pieux sur un essai de pieux. On va souvent, sur des très gros chantiers, confirmer notre dimensionnement de pieux par un essai de pieux. Mais le dimensionnement en lui-même va être fait sur d'autres bases. Et donc, qu'est-ce que l'on a? On a la première partie, c'est-à-dire qu'on a un pieu modèle. Ça veut dire qu'on va prendre un CPT, et sur base de ce CPT, en fait, est quelque part un mini-pieu. Et sur base des résultats de ce CPT, qui est ce mini-pieu, on va utiliser différentes corrélations par rapport pour changer le diamètre, pour changer la méthode par rapport à la méthode d'installation, pour avoir une corrélation entre ce pieu modèle qui est ce CPT et le pieu réel que l'on va mettre en œuvre. Donc, première partie, on va avoir on a un CPT qui est un pieu battu quelque part, hein, c'est une tige enfoncée dans le sol, donc c'est un pieu battu, un refoulement complet. Et on va prendre différentes valeurs pour avoir une corrélation entre ce pieu modèle battu et le pieu que l'on veut mettre en place. Après ça, on va faire une deuxième corrélation pour dire, OK, j'ai un pieu battu avec un diamètre de 36 mm, hein, qui est la poids de mon CPT. Et puis, je vais avoir un pieu réel qui a un diamètre qui est fort différent de ce pieu modèle. Et donc, je vais utiliser certaines corrélations pour passer d'un diamètre à l'autre diamètre. Donc, c'est le principe. C'est de dire, OK, mon CPT, c'est un pieu modèle sur lequel j'ai une mesure de résistance. Et donc, sur cette base-là, je vais faire des corrélations pour dimensionner mon pieu final par rapport à ce pieu modèle. Le schéma de calcul, il est connu. Hein, donc, on a un nombre de CPT. On a des méthodes de calcul pour calculer une capacité portante suite à ce CPT. Puis, une fois que j'ai calculé ces valeurs, je vais d'abord mettre une introduction d'un facteur de modèle. Hein, donc, justement, j'ai mon pieu modèle. Et donc,
j'ai utilisé certaines corrélations pour avoir une résistance, et donc j'ai un facteur de modèle, dire, OK, mon modèle n'est pas parfait. Comme ce modèle n'est pas parfait, j'ai besoin d'un coefficient de sécurité spécifique par rapport à ce modèle. Après ça, je vais introduire un facteur xi de corrélation pour donner la probabilité que mon essai de sol ne soit pas bon, hein, quelle est la dispersion que j'ai par rapport à mes essais de sol, et quelle est comment dire, l'influence de cette dispersion, de cette incertitude sur comment dire, sur mon ouvrage final, sur le comportement de mon ouvrage final. Hein, donc c'est clair que si j'ai un pieu isolé tout seul qui tient un pylône, si ce pieu isolé tout seul qui tient le pylône vient à lâcher, eh bien tout mon pylône tombe. Si j'ai une grande dalle avec énormément de pieux en dessous, si j'ai un de ces pieux qui vient à lâcher, eh bien j'ai une capacité de redistribution de mes efforts, et donc ma dalle ne va pas, lâcher. Et pour finir, j'ai une valeur qui est de sécurité qui est beaucoup plus classique, qui est simplement un gamma de sécurité classique par rapport à la valeur caractéristique de ma capacité que j'ai calculée et la valeur à 95% que l'on connaît d'habitude des eurocodes. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre les différentes étapes. Hein, donc, et on revient au slide précédent. Pourquoi? Où en fait, c'est simple, j'ai un pieu modèle qui est mon CPT. Et donc, comment est-ce que je passe de ce CPT à la valeur finale de mon dimensionnement du pieu? Eh bien, je commence par dimensionner mon système, et puis alors, j'ai un facteur de modèle, puisque j'ai un modèle que j'ai mis en place pour passer de mon CPT à mon pieu. Et donc, en fonction du modèle que je vais utiliser, je vais avoir cette valeur qui va changer. Et donc, si j'ai un modèle, par exemple, que j'estime plus précis, hein, mettons que j'ai une méthode de calcul belge, une méthode de calcul hollandaise, une méthode de calcul française, eh bien, on pourrait dire que la méthode de calcul belge, qui est évidemment la meilleure, euh, est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus précise que la méthode hollandaise, par exemple. Et donc, je pourrais avoir un facteur de modèle pour ma méthode belge qui soit inférieur au facteur de modèle que je vais avoir pour ma méthode hollandaise. Après ça, j'ai des valeurs par rapport à la corrélation. De nouveau, ça va être dépendant du code et du document d'application nationale. On ne va pas du tout utiliser les mêmes choses en Belgique qu'en Hollande, par exemple. Si je prends en Belgique, si on va avoir un nombre de CPT par mètre carré, pour ceux-ci, on le verra plus tard dans les slides suivants. En Hollande, par exemple, on va avoir un facteur de corrélation par rapport à un nombre de CPT pour la structure en elle-même. Il n'y a pas de valeur de mètre carré ou de surface dans leur code à eux. Donc, corrélation, et puis une valeur de gamma classique, comme on l'aurait sur l'acier, sur le béton, simplement une valeur par rapport à la probabilité et à la statistique de rupture. Méthode de calcul, je vais m'étendre sur la méthode de calcul belge principalement, en citant les autres si elles viennent. Donc j'ai mon système de modèle. Donc j'ai mon pieu, mon pieu CPT qui a un diamètre de 36 mm. Et donc si regarde ma surface de rupture classique d'un pieu, eh bien on voit la hauteur critique qui est intéressée. Donc ça veut dire que quand j'enfonce mon CPT dans mon sol, j'ai une rupture de mon sol qui se passe. Et pour avoir cette rupture, j'ai un schéma de rupture qui est connu, qui est celui du pieu. Et ce schéma de rupture, eh bien, il a cette forme-ci. Et donc, il intéresse une hauteur de sol qui est très limitée. Et donc, quand je vais avoir un pieu d'un diamètre beaucoup plus important, je vais avoir le même schéma de rupture. Par contre, la hauteur de sol que ce qui va intéresser va être beaucoup plus importante. Les Hollandais ont un système, on va passer au 2B juste après, mais les Hollandais ont un système qui est beaucoup plus simple que chez nous. Ils appellent ça le 4D, 8D. Donc,
ils vont prendre une valeur moyenne du CPT sur une épaisseur sous la pointe équivalente à 4 fois le diamètre du pieu, et au-dessus de la pointe du pieu, à une distance équivalente à 8 diamètres du pieu. Donc, au lieu d'avoir une valeur de QC qui est donnée à chaque profondeur, ils vont prendre pour le calcul du pieu en lui-même une valeur moyenne pour la pointe qui est équivalent à 4, qui est équivalent à la moyenne sur une sur une profondeur de 4 fois le diamètre du pieu, et dans la partie supérieure sur une distance de 8 fois le diamètre du pieu. Soyons clairs, ici, on parle bien d'un dimensionnement, d'un système modèle par rapport à la capacité à la pointe du pieu. Si on regarde nos systèmes de Baire, on a ici un QC avec une meilleure couche. Et donc, en fonction du diamètre que je vais mettre que je vais prendre dans mon calcul, je vais avoir un raccourcissement qui va directement comme ceci. Et puis, quand mon diamètre augmente, je vais avoir un système comme ceci. Et puis, si mon diamètre augmente encore, eh bien, je vais encore prendre moins de ma capacité, et ainsi de suite. Donc, on voit que le diamètre du pieu a une importance capitale par rapport à la valeur de QC que je vais pouvoir prendre en compte pour le dimensionnement de ma pointe, de ma capacité en pointe. Et donc, on se rappelle toujours, c'est simplement le modèle, la corrélation entre le fait que mon CPT est tout petit et mon diamètre de mon pieu est beaucoup plus grand. Et donc, c'est vraiment ce petit schéma-ci qui est important à retenir. Et c'est là qui est vraiment la base des choses. Ceci, c'est simplement une illustration. Et donc, si on fait le calcul vraiment en détail, ici j'ai un pieu de 600, ici j'ai un pieu de 400. Et donc, on voit que le QC, la valeur de QC ou de QB que je peux prendre en compte pour le calcul de ma capacité en pointe va être beaucoup plus petit avec un diamètre 600 qu'avec un diamètre 400. Donc, on a regardé maintenant le principe pour comment déterminer mon QB. Donc, comment est-ce que je vais avoir mon système de modèle pour aller passer de mon CPT à mon pieu. Et puis, maintenant, la deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme corrélation pour passer d'un pieu battu, qui est mon CPT, à un pieu foré, un pieu vissé ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, j'ai tous mes facteurs ici qui sont pris en compte, qui me permettent de prendre en compte cette différence. Et dans ces facteurs, le plus connu, c'est le alpha B, qui va être fort différent entre un pieu à refoulement ou un pieu avec extraction de sol. Si on regarde ça dans le tableau de l'annexe nationale belge et du document du rapport du CSTC, eh bien, on voit que ici, je pourrais tester bien un sol classique, on va regarder pour les sols classiques, eh bien, pour un pieu battu, je vais avoir un facteur 1. C'est que par logique. Pourquoi? On se rappelle qu'on peut toujours faire une corrélation entre mon pieu modèle CPT et mon pieu réel. Mon pieu modèle CPT, il est battu, en tout cas, il est enfoncé. Et donc, c'est logique que pour mon pieu battu, j'ai des valeurs de 1, puisque je suis vraiment très très proche du point de vue modèle. Si j'ai pieu vissé, je suis plus loin, et je vais avoir un facteur entre 0,7 et 0,8. Si j'ai des pieux avec un refoulement partiel, pour les pieux battus, je vais garder 1, de nouveau par le même principe, et puis je vais avoir des valeurs qui vont diminuer en fonction du type de sol que je vais avoir. Et donc, on voit que si on a un pieu foré, ou même un pieu CFA avec extraction de sol, et même si on a si on a mis en place certaines mesures pour diminuer au maximum la décompression du sol, je vais quand même avoir un alphabet qui est de 0,5. Ce qui veut dire que par rapport à un pieu battu maximum, je vais avoir que 0,5% de la capacité
pour un QC donné entre ces deux types de pieux. Donc, j'ai quand même une différence très importante entre les deux. Deuxième point, donc j'ai calculé ma capacité portante en base. Je vais voir qu'est-ce que je peux avoir comme frottement. Et là, le frottement, ben, il est lié évidemment à la surface de mon pieu, mais ça c'est assez facile. Mais sinon, il n'y a pas de grosse différence entre mon CPT et la réalité. Ce n'est pas comme la capacité portante en pointe. Et donc, le code nous donne un ratio par rapport à ce frottement. Donc, je vais dire, OK, le frottement mobilisable est une fraction de la résistance à la pointe calculée par mon CPT. Et je vais souvent donner un maximum. Donc, par exemple, pour un limon, je veux dire mon QS, mon frottement unitaire, est de maximum 100. Pour un sable, je vais jusqu'à 150. Et donc, je vais borner cette capacité en frottement. Si on regarde les alpha S, de nouveau, on va regarder les deux extrêmes. Et donc, pour un sol classique, pour un pieu moulé dans le sol, je vais avoir 1. Si je vais sur un pieu complètement foré, eh bien, je vais avoir des valeurs de 0,5. Donc, de nouveau, je vais avoir des valeurs beaucoup plus faibles. Et on a vu pourquoi avec les courbes de chargement. Donc, méthode de calcul, on a vu la première partie ici. On a le facteur de modèle qu'on va voir juste après, et puis on va regarder les corrélations. Donc, on a notre CPT, on a une méthode de calcul que l'on a vue, qui va nous donner le RB et le RS. Sur ce RB et ce RS, on va avoir une première valeur de modèle, et puis une valeur de corrélation, et enfin une valeur statistique. Valeur de modèle, je vais modifier cette valeur en fonction du fait que j'ai un essai de sol, un essai de pieu ou pas. Si j'ai un essai de pieu, eh bien, je sais que ma valeur, que je sais que le pieu que j'ai calculé, ou la capacité que j'ai calculée, est équivalente, est plus ou moins la même que la capacité que j'ai mesurée. Et donc, je peux prendre une valeur de corrélation qui est très très faible. Et donc, j'ai même ici, pour des pieux battus, des pieux vissés, pour des pieux battus, je vais avoir 1, pour des pieux vissés, 1,10, des pieux à l'intérieur ou des pieux forés, 1,20. Si je n'ai pas d'essai de mise en charge, je vais avoir des valeurs plus importantes. Dans mes essais de mise en charge, je peux avoir des essais de mise en charge qui sont faits sur le terrain même, ou bien je peux avoir des essais de mise en charge qui sont faits sur un terrain similaire. Aujourd'hui, à côté du CSTC à Limnet, il y a un terrain qui est donné, qui est là, où tous les fabricants de pieux viennent tester leur nouveau type de pieu. Donc on va faire un pieu sur ce terrain qui est connu, on va faire un essai de mise en charge sur ce pieu, et sur base des résultats de cette mise en charge, on va déterminer les différents facteurs qui seront pris dans la norme, et on va pouvoir tenir compte du fait que l'on a un essai de mise en charge qui a été fait. Si on passe au suivant, on a le XI3, XI4, le premier qui est donné sur la valeur moyenne, et le deuxième sur la valeur minimale. Donc, on a une structure, on a un certain nombre de pieux sur cette structure, et on va regarder quelle est la capacité de cette structure à répartir l'effort. Donc, ce qui est important ici, c'est de se dire que ce nombre de pieux est par rapport à un élément porteur. Je veux dire par là, vous avez par exemple un immeuble avec des fondations qui sont isolées. Sur chacune de ces fondations isolées, vous avez 4 pieux, par exemple. Eh bien, vous avez 4 pieux, vous êtes dans cette ligne-ci. Même si votre immeuble est très grand et que vous avez, par exemple, 200 pieux sur votre immeuble. C'est par zone ou par élément porteur.
Donc, c'est par rapport à la capacité de redistribution de cet effort si jamais un des pieux venait à ne pas avoir sa capacité. Et on a donc la capacité de répartition de cet effort, et puis on a le nombre de CPT par mètre carré. Et donc, si j'ai un grand bâtiment et que j'ai beaucoup de CPT qui ont été faits, par exemple, j'ai un bâtiment qui fait, par exemple, 1000 mètres carrés, et si j'ai fait un CPT tous les 100 mètres carrés, ça veut dire que j'en ai 10, eh bien, je vais avoir un facteur de corrélation qui va être plus faible pour la même répartition de pieux et la même structure que si je n'ai qu'un essai CPT pour les 1000 mètres carrés. Ce qui est logique, ça va diminuer notre incertitude, donc c'est logique que l'on ait un coefficient de sécurité qui soit plus faible si j'ai plus de CPT. La norme nous donne aujourd'hui, par rapport au nombre de pieux, le déplacement qui est autorisé. Je veux dire par là, vous avez une structure, vous allez mettre dans votre système de calcul l'élément fini, s'il y a par exemple, vous allez enlever un des pieux dans votre système de calcul, vous allez le faire retourner, et vous allez avoir un déplacement additionnel qui va se faire, qui va arriver de votre structure. Le code vous dit le déplacement maximum qui est acceptable pour ce cas de charge-là. Et si vous rentrez dans ce critère-là, vous pouvez compter que votre structure est unitaire, entre guillemets, et qu'il y a une capacité de répartition. Si votre déplacement est plus important que cette valeur-là, vous ne pouvez pas tenir compte de cela, et donc c'est comme si vous aviez quelque part un pieu unique. Deux valeurs très importantes, un xi3 et un xi4. Le premier est sur la valeur moyenne, donc vous avez différents CPT qui sont, pour ces différents CPT, vous allez chaque fois calculer une capacité de pieux pour ce CPT. Vous avez donc pour chacun des CPT une capacité. De cette base-là, vous pouvez calculer une moyenne de capacité et vous allez appliquer ce xi3 sur cette moyenne de capacité. De toutes ces capacités, vous avez la valeur minimale et sur cette valeur minimale, vous allez aussi appliquer un facteur. Et donc on voit, si on prend le premier ici, on passe de 1,25 en xi3 et 1,08 en xi4. Donc il faut vraiment faire les deux calculs et voir quel est celui qui donne la valeur la plus faible. Dernier, on va avoir un facteur classique, un gamma B, gamma S, qui est par rapport à le risque de rupture de mon pieu. Et donc, on a soit avec assurance qualité, soit sans assurance qualité, et donc on va avoir des valeurs gamma B, gamma S qui vont varier en fonction. Dernier point avant de passer sur la suite. Quand vous avez un pieu, je vais voir si je retrouve mon graphique de chargement. Je vais vous parler de cela juste avant, ça aurait été plus malin. Quand vous chargez votre pieu, vous allez d'abord mobiliser le frottement unitaire avant de mobiliser la pointe. Pour mobiliser votre capacité en frottement, vous avez besoin de beaucoup moins de déplacement que ce que vous avez besoin pour mobiliser votre capacité en pointe. Et donc, le plus souvent, et là on revient sur le facteur 2 de sécurité, on va être dans un point où, en réalité, en SLS, vous allez mobiliser uniquement votre frottement unitaire et pratiquement pas votre pointe. On dit dans le milieu que votre pointe, elle est là uniquement pour la sécurité. Et donc, là, on ne parle pas de normes, hein, on parle vraiment comment dire, de comportement général des choses. Et donc, pour mobiliser votre pointe, vous allez avoir besoin de déplacements importants. Et c'est ce qu'on voit dans la courbe de chargement, en fait. Si on reprend la courbe de chargement ici, eh bien, on a mobilisé le frottement latéral jusqu'à ce point-ci. Et puis, pour aller avoir une capacité plus importante, je dois mobiliser ma pointe.
Et donc, dès que j'ai mobilisé ma pointe, je vais avoir mon déplacement qui va augmenter très fortement. Donc, retenez ça. Pour mobiliser ma pointe, j'ai besoin d'un déplacement important de mon pieu. Et donc, est-ce que les déplacements que je veux avoir, que j'ai besoin d'avoir, sont compatibles avec ma structure? C'est ça qui est important, hein. C'est-à-dire, OK, j'ai un frottement qui est très mauvais, par exemple, ou bien j'ai un pieu comment dire, qui prend très très fort à sa pointe et très très peu au frottement. Et donc, ça veut dire que ce pieu va avoir des grands déplacements. Est-ce que ces grands déplacements sont compatibles avec la structure que je vais mettre au-dessus? Donc, voilà, ça c'était sur le rappel théorique principal. Donc, n'oublions pas, on a le CPT qui est un modèle, qui est un pieu battu, en fait, qui me donne une résistance pour un pieu battu. Et je vais utiliser différents systèmes pour passer de ce pieu modèle au pieu réel que je vais mettre en place dans le sol. Si on commence sur les méthodes d'exécution, le premier groupe, principalement, ce sont des pieux qui vont être battus. Ils peuvent être mis en place soit par battage, par coup, ou bien par vibrofonçage, ou bien même on peut les pousser dans le sol. Le pousser dans le sol, on le fait assez peu, ça demande des efforts très importants, mais ça existe. La deuxième grande famille, ça va être tout ce qui va être les pieux vissés, où on va pas ressortir de sol du tout du système, on va avoir un refoulement complet, et on va voir dans les techniques que souvent la pointe est perdue. Dans le groupe 2, hein, dans les groupes avec un refoulement limité du sol, ou une décompression limitée du sol, on va avoir les pieux battus aussi, qui vont être des pieux ouverts, ou bien vibrofoncés, et aussi certains pieux vissés, tels que les pieux CFA, avec des systèmes qui vont limiter la décompression du sol. Et le troisième, on a les pieux carrément qui sont les pieux forés. Pour mettre des pieux, le premier groupe que l'on va regarder aujourd'hui, ce sont les pieux battus. Et donc, pour les pieux battus, on va avoir deux grandes techniques et une troisième qui est moins utilisée aujourd'hui. La première technique, c'est on va battre avec un marteau diesel. Deuxième technique, c'est on va battre avec un marteau hydraulique. Et la troisième technique, c'est qu'on va mettre un tube, et dans ce tube, on va faire tomber une masse. Et c'est cette masse qui va battre le pieu. C'est le principe, la troisième partie, c'est vraiment le principe du pieu Franchi qu'on utilisait beaucoup il y a longtemps, qu'on utilise de moins en moins aujourd'hui. La raison principale, c'est le bruit que cela fait. Et la deuxième raison, c'est que pour faire tomber cette masse, on avait besoin de lâcher la grue. Et pour lâcher la grue, en fait, on avait un système où on lâchait la masse en une seule fois. Et aujourd'hui, avec les systèmes de sécurité qu'on a sur les grues, eh bien, c'est plus possible. On a tous les systèmes qui sont mis en place sur les grues aujourd'hui pour faire en sorte que ça ne soit pas possible. Deuxième principe, on peut les mettre en place par vibration, comme on met en place une pale planche. C'est exactement le même principe, on va le voir aujourd'hui aussi. La troisième, on peut mettre en place par poussage. On a vu ça pour les pales planches. On pourrait le faire pour un pieu aussi. On peut les visser avec une table de forage qui est sur la machine ou une table de forage qui est séparée de la machine. On va voir ça juste après aussi. Enfin, ça sera plutôt peut-être vendredi. Et puis alors, on a les pieux extraction de sol. Le pieu battu, c'est assez simple. C'est le système le plus bête qui existe. On a un pieu, on va faire tomber une masse ou de dessus qui va enfoncer le pieu dans le sol. Et donc, cette masse, ce déplacement, il doit être suffisamment important que pour vaincre le frottement sol-pieu, et donc créer un déplacement suffisant pour qu'on ait une plastification, entre guillemets, du sol autour du pieu pour que le pieu puisse rentrer. Aujourd'hui, deux grands principes, les marteaux diesel ou bien les marteaux hydrauliques. Le pieu battu, c'est entre guillemets le pieu le plus vieux qui existe. Avant, on battait des pieux en bois. Après, on a commencé à battre des pieux en béton. Et ici, vous avez une photo historique où on voit
on a un système, on a une masse qui tombe et qui va venir battre le pieu. Donc c'est un système qui existe depuis la nuit des temps. On a un pieu battu préfabriqué, il faudra le guider. Et donc si vous avez un pieu béton battu, préfabriqué, vous allez le mettre sur un mât de battage, et vous allez avoir votre marteau qui est guidé par votre mât de battage et qui guide votre système jusqu'en bas. Donc ce n'est pas que vous avez le pieu tout seul sur lequel vous pouvez battre. Il faut toujours un système pour le guider. Premier type de marteau, marteau diesel. C'est le plus simple, le plus robuste. On l'avait déjà vu sur les pales planches, mais je répète rapidement son principe. On a la tête du marteau qui est connectée au pieu. Et alors, on a une masse qui est en mouvement. On met du diesel dans la petite coupole. La masse tombe sur le diesel, fait exploser le diesel, la masse remonte. Et donc, vous avez, en faisant ça, à chaque fois, vous évacuez vos gaz, et ainsi de suite. Donc, c'est un système extrêmement simple. C'est un piston basique diesel où le diesel s'enflamme suite au choc de la masse sur le diesel lui-même. Donc, système simple, ce sont des marteaux qui sont bon marché à très bon marché aujourd'hui. Vous avez des marteaux qui sont assez puissants, donc on a une énergie quand même assez importante. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. Et puis aujourd'hui aussi, vous allez avoir, chaque fois que vous mettez du diesel, évidemment, vous avez un peu de gaz qui s'en va, et donc ce n'est pas spécialement écologique. L'autre problème aussi, c'est que vous avez un marteau diesel, vous avez une masse qui tombe, et donc si on voit le principe de base, on se rend compte qu'il est très difficile pour un marteau donné de changer sa capacité. Je veux dire par là, on ne sait pas réguler l'énergie que l'on va mettre lors du battage. Et donc, si vous voulez mettre peu d'énergie, par exemple, au début du battage, et puis beaucoup d'énergie à la fin, c'est compliqué. Vous ne savez pas le faire. Vous devez changer de marteau. Donc, vous n'avez pas beaucoup de capacité de jouer par rapport à votre énergie de battage. Les marteaux plus modernes sont les marteaux hydrauliques, où le principe est que on a ici le casque de battage qui est sur le pieu. Ici, c'est pour un pieu métallique, qu'on montre la photo, mais ça fonctionne aussi pour des pieux béton. Et vous avez un piston hydraulique qui tape sur votre système. Le gros avantage, c'est que vous êtes en pur hydraulique, donc vous pouvez fortement réguler l'énergie de battage que vous allez mettre en place. Votre système fonctionne aussi de façon automatique, hein, vous pouvez automatiser, vous pouvez gérer, vous avez beaucoup plus de flexibilité par rapport à tout cela. Vous avez aussi une capacité de mesurer l'énergie de battage que vous mettez en place, que vous allez pouvoir utiliser après pour faire des calculs, par exemple, de vérification de la capacité portante de votre pieu. Ces marteaux hydrauliques sont beaucoup utilisés aujourd'hui et on a des capacités qui sont très larges. Ici, on a un S90 qu'on appelle ça, donc ça veut dire qu'il a une capacité de 90, et bien ça va jusqu'à 250 et même un S500. On peut le guider, hein, soit on a un pieu béton ici et on va avoir le mât de battage avec le marteau dessus, mais ce sont des marteaux qui sont beaucoup plus légers. Et donc, par exemple, ici, on a une photo pour un travail en offshore où on va avoir un guide de battage, donc on va guider le pieu en dessous, comme on ferait pour un combi wall. On va mettre le marteau dessus et le marteau va battre simplement le pieu dans le sol. C'est un système qui fait beaucoup moins de bruit qu'un système avec des pieux, qu'un système diesel. On peut aussi réguler fortement la longueur des coups et ça, pour limiter les dégâts qu'on va avoir sous la tête de notre pieu. Par contre, c'est un système qui est beaucoup plus cher. Ce sont des marteaux beaucoup plus chers et donc on a
pour la mise en place, c'est plus cher que mettre un marteau bêtement diesel. Et le dernier point, c'est que ces systèmes hydrauliques peuvent fonctionner sous eau. Et donc, par exemple, si vous avez un pieu ici à mettre en place en offshore, eh bien, vous pouvez battre votre pieu sous eau avec votre système hydraulique. Si on regarde une petite vidéo de pieu battu, je vais la mettre dans le browser pour que ça marche plus facilement chez vous. Donc, on est ici avec un pieu battu, avec un marteau IHC, et donc on a un marteau qui est un marteau hydraulique. Ce qui est important de voir, c'est que ce pieu descend très lentement, finalement. On le voit, on est en train de battre, et on voit ce pieu qui descend très lentement dans le sol, par rapport à, comme on l'avait vu il y a quelques cours, quand on a mis la pale planche battue ou la pale planche vibrée, s'il était vibré, on voit que ça aurait été beaucoup plus vite. Et donc chaque fois, vous avez le coup, et chaque fois, ce pieu qui descend légèrement. Je mets le son. Donc, ce qui est important de voir, c'est que vous avez un système qui fait du bruit et qui bat de façon relativement lente. Donc, vous avez une production relativement faible de vos nombres de pieux. Par contre, c'est battre un pieu préfabriqué, c'est pratiquement le moins cher que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous devez battre votre pieu. Pour pouvoir battre votre pieu, vous devez savoir quel type de marteau vous avez besoin. Quelle énergie j'ai besoin pour vaincre ce frottement pieu-sol et faire descendre mon pieu dans le sol. On a deux principes. Soit on est dans un sol qu'on connaît, avec un entrepreneur de fondation qui connaît son sol, et qui va dire, OK, dans ce sol-là, tel endroit, j'ai déjà fait, et donc avec ce marteau-là, ça va fonctionner. Si on est dans un sol ou un endroit qu'on connaît moins bien, on va faire une analyse de battage complète. Qu'est-ce qu'elle doit définir, cette analyse de battage? Cette analyse de battage doit définir quelle est l'énergie que j'ai besoin pour que mon pieu arrive à la profondeur. Mais l'autre point, c'est que mon pieu lui-même, donc mon pieu béton ou mon pieu acier, il n'est pas capable de prendre n'importe quel effort de battage. Et donc, je vais vérifier à tout moment quelle est la contrainte dans mon pieu lors du battage. Et c'est souvent ça qui va déterminer le marteau le plus fort que je peux utiliser pour battre mon pieu. C'est clair que si vous avez un pieu en tube avec une épaisseur d'acier de 10 mm, et si vous mettez un marteau au-dessus qui frappe extrêmement fort, eh bien, votre acier, eh bien, il va pas être capable de reprendre l'effort. Et donc, vous allez avoir un problème de capacité de l'acier lui-même, structurel. Si vous avez un pieu béton préfabriqué, vous allez avoir, chaque fois que vous allez battre, vous allez avoir le pieu qui va remonter, et donc chaque fois, vous allez avoir quelque part une tension qui se met dans le pieu. Il faut que ce pieu soit capable de reprendre cet effort. Et donc, vous allez voir l'énergie maximale que vous pouvez mettre là-dessus. La deuxième chose, vous avez un pieu préfabriqué, on va armer de façon plus importante la tête du pieu pour qu'il puisse reprendre les chocs du marteau. Mais si vos chocs sont trop importants, eh bien, ce béton
de la tête du pieu va aussi casser. Dimensionnement d'un système de, comment dire, d'une analyse de battage, c'est assez simple. C'est un système d'ashpot avec un effort. Donc vous allez simplement diviser votre pieu en différents éléments, avec chaque fois un système où on va donner la friction du pieu. On a ça le long du fût, et alors on va aussi avoir une capacité en pied. Et donc on va regarder cette équation et la résoudre. Comment ça fonctionne? Vous allez battre sur votre pieu. En battant sur votre pieu, vous mettez un effort dans le pieu, dans l'élément structurel. Suite à cet effort, votre pieu va rétrécir de façon élastique. En rétrécissant, il va mettre un frottement entre les deux. Et donc, vous allez comme ça avoir le calcul du frottement unitaire que vous avez ici. En pointe, vous allez taper sur la pointe. Chaque fois, vous allez avoir un déplacement. Et ce déplacement va donner la résistance que vous allez avoir dans votre système. Et donc, vous avez besoin d'une capacité de déformation entre le frottement et la pointe. Si je dessine ça pour que ça soit plus clair pour vous, je vais avoir deux graphiques. Je vais en avoir un pour le fût, ou pour un déplacement donné, je vais avoir une résistance. Et je vais avoir la même chose pour ma pointe, ou pour un déplacement donné, je vais avoir une résistance. Et donc, pour ma pointe, j'ai besoin de beaucoup plus de déplacement pour mobiliser ma pointe. Pour mon fût, j'ai besoin de beaucoup moins de déplacement. Et donc, dans mon équation ici, je dois avoir une compatibilité de déformation entre mon système en pied et mon système le long de mon fût. Et tout ça sous une énergie donnée ou un déplacement donné par mon marteau. Battage du pieu. On a ici un petit tableau qui nous donne la différence entre des marteaux diesel et des marteaux hydrauliques. Et donc, on voit que le marteau hydraulique est beaucoup plus efficace que mon marteau diesel. Donc, je veux dire, l'avenir, quelque part, c'est les marteaux hydrauliques, qui sont certes plus chers, mais qui sont moins polluants, qui font moins de bruit, et qui peuvent aussi être, ou sur lesquels je peux beaucoup plus facilement ajuster mon énergie de battage. Par contre, mes marteaux diesel, ben, ils sont quelque part plus solides. C'est un système très très simple, donc ça tombe très peu en panne. Ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, ça fait beaucoup plus de bruit et ça pollue plus qu'un marteau hydraulique. Battage du pieu, le premier gros souci, c'est le bruit. On a eu un chantier au centre de Rotterdam, je ne sais pas si on en a déjà parlé, Terrace Tower. On avait des pieux battus. On était en plein milieu de Rotterdam et le sous-traitant pieux était en retard. On lui a mis beaucoup de pression sur lui et il a commencé à battre le samedi matin. À 7 h du matin, il a travaillé le samedi aussi. À 7 h du matin, il a commencé à mettre le premier pieu. Ça a duré un samedi. Après, le comité de quartier a arrêté tout le chantier à cause du bruit. Donc, le premier problème des pieux battus, c'est le bruit. Ça vous fait énormément de bruit. Même si vous avez un marteau hydraulique, ça vous fait quand même beaucoup de bruit. On a aujourd'hui un système de protection anti-bruit, entre guillemets. On met une cape anti-bruit autour du pieu lorsqu'on est en train de le battre. Ça diminue légèrement le bruit, mais c'est quand même pas génial. Le deuxième point problématique, ce sont les vibrations. Quand vous battez sur un pieu, quand vous tapez sur un pieu, même si vous ne vivrez pas, vous tapez dessus, ça fait trembler le sol loin. Donc, c'est-à-dire qu'il va atteindre, d'ailleurs,
votre batteur, il le sait très bien. Il va commencer à battre son pieu. Quand il est dans le sol mou, il va avoir très peu de vibrations et donc dans sa machine, il va sentir peu les vibrations. Dès qu'il va atteindre le sable, en une seule fois, ces vibrations vont augmenter très fortement. Il va dire, ah tiens, je suis dans le sable. Donc, pieu battu, aujourd'hui, soyons clairs, en ville, c'est très problématique. Principalement pour le bruit et pour les vibrations. Donc, la majorité de vos clients vont demander que vous mettiez en place des pieux sans vibration si vous êtes en ville et que vous avez un environnement qui est habité. Donc, premier type de pieu, pieu battu. Deuxième type de pieu qui est assez proche. Je peux prendre mon tube en acier, là, toujours en acier, et dire que c'est toujours en acier, et je peux le vibrer. Je rappelle, là, on ne peut pas vibrer des pieux en béton ou des éléments en béton. Si vous vibrez du béton, ben, vu que c'est un matériau qui est fragile, il va casser en mille morceaux et vous n'avez plus que du gravier. Donc, vous allez vibrer des pieux en acier. Et donc, vous allez les mettre en place par vibration et vous allez déterminer le vibreur que vous avez besoin en fonction du sol que vous avez en place. Premier point important, je vais le rappeler 2-3 fois, donc je le commence déjà ici. Quand vous vibrez un pieu, vous allez déstructurer le sol autour de votre pieu. Vous allez devoir le liquéfier, on a vu ça sur les planches. Et donc, il va avoir un problème pour se remettre en place et assurer sa capacité portante globale. Et donc, comme je l'ai expliqué pour les combi walls, ici c'est encore plus le cas. On va vibrer le pieu jusqu'à peu près 5 diamètres du niveau d'assise du pieu, et on va battre les 5 derniers diamètres. Rappelez-vous les planches, vibrer, mettre en place par vibration, ça va 10 à 15 fois plus vite que mettre en place par battage. Et c'est pour ça qu'on va les vibrer un maximum et qu'on va battre uniquement à la fin. Un vibreur, hein, assez classique, donc vous avez la pince de vibrage, et alors vous avez ici différentes masses qui tournent l'une par rapport à l'autre et qui mettent la vibration. Et donc vous avez les masses qui tournent l'une par rapport à l'autre, et vous avez ici la sinusoïde de vibration. Mise en place, vous avez ici le tube, et donc vous avez le vibreur qui a une pince spécifique pour mettre le tube en place. Et donc, en fait, la différence par rapport à une pale planche, ici vous avez un vibreur pour une pale planche, ici vous avez une seule pince, puisque vous avez une seule surface à mettre en place, tandis qu'ici, quand vous avez un vibreur pour un tube, eh bien vous avez deux pinces, et vous allez prendre chacun des côtés du tube. On peut mettre en place un pieu avec une seule pince, ça marche aussi. C'est moins fréquent, mais ça marche aussi. Si on prend une petite vidéo, et donc, autant sur le pied battu, on ne voyait pas le pieu descendre, hein, ça prenait chaque fois un temps dingue. Ici, on voit bien quand on vibre, à quelle vitesse ça fonctionne, et en une seule fois, le pieu descend beaucoup, beaucoup plus vite. Point de vue bruit, vous voyez que ça fait quand même pas mal de bruit aussi, quoi. Et je regarde, ouais. Donc on va le mettre en place. Et donc ici, normalement, on va mettre quand même un système de guidage pour guider le tube, pour qu'il descende de façon bien verticale. Mise en place par vibration, ça va rapidement. Donc c'est rapide, il y a peu de matériel à mobiliser puisque vous avez votre grue et votre système, donc c'est assez peu cher à mettre en place.
Ça permet, comme pour les pales planches, les combi-walls, de mettre en place un tube et de le retirer. Donc, si vous avez une fondation temporaire, par exemple pour un pont temporaire au-dessus d'une rivière lors de votre chantier, on va toujours mettre des tubes vibrés en place pour ce type de fondation. Donc, 90% des fondations temporaires vont être faites par des tubes, mis en place des tubes vibrés. On a aujourd'hui suffisamment d'expérience et de capacité que pour mettre en place ces tubes et calculer quel vibreur va être nécessaire pour mettre en place le tube. Je rappelle, je l'ai expliqué sur les pales planches. Pour mettre en place par vibration, vous devez liquéfier votre sol. Là, on a vu ça sur les pales planches. Et donc, si vous avez un sol qui est purement argileux, vous n'allez pas pouvoir vibrer. Donc, dans un sol argileux, on va toujours battre le tube. Comme pour les plus battus, ça fait du bruit, on l'a entendu, ça fait quand même pas mal de bruit, ça crée aussi énormément de vibrations dans le sol, et donc c'est assez problématique en ville ou dans un environnement d'agglomération. Dernier point, on va avoir un problème de capacité portante, et donc souvent on va rebattre le tube à la fin pour qu'il puisse avoir sa capacité portante globale. Les risques, on va vibrer très fortement, et donc si on vibre fortement, on peut avoir des dégâts au bâtiment environnant suite aux vibrations. On peut avoir certains tassements qui se font suite aux différentes vibrations. Et ces systèmes-là, ben, en fait, aujourd'hui, on peut avoir des vibreurs où on peut varier la fréquence, qui vont diminuer la problématique. Je reviens sur vibrer contre battu. Et donc, on a de nouveau le petit graphique de chargement. Et on a ici les pieux vibrés et ici le pieu battu. De nouveau, hein, on doit s'arrêter à 10%, c'est des pieux plus ou moins 600, donc on va s'arrêter à 10% du diamètre. Et donc, on voit qu'on a une différence de capacité fort importante entre un pieu vibré et un pieu battu. C'est assez important de le voir. On a fait ici les essais avant et après. Et on voit que sur le pieu vibré, on prend la pression limite, c'est plus parlant. Et donc, on va avoir le pieu battu, où on va avoir une augmentation de la pression limite, et le pieu vibré, on va avoir une diminution de la pression limite qui va se faire. Et donc, une diminution de la capacité portante de mon pieu. Donc, c'est très important. Hein. Et donc, dans les codes, c'est aussi le cas. Vous allez avoir différents facteurs par rapport au calcul de votre capacité portante. Et donc, qu'il soit battu ou qu'il soit vibré, la différence de capacité portante est importante. Soyons clairs, hein, c'est le même tube en acier, c'est la même profondeur, c'est le même sol. Et donc, c'est difficile parfois de comprendre qu'on ait une différence de capacité aussi importante uniquement par la mise en place. Et pour finir, même tube, même sol, on va toujours débuter par une vibration, parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins cher. Et donc, c'est très important que vous suiviez votre entrepreneur de fondation pour être sûr que la dernière partie soit battue. Et ça, la dernière partie à battre, retenez 5 diamètres, c'est une base, mais c'est quelque chose que vous allez devoir discuter avec votre client, vous allez devoir discuter lors de la mise en place pour voir qu'est-ce que vous allez prendre comme valeur. Donc, très important ceci. Hein. Pieu battu. Le pieu battu le plus classique aujourd'hui, c'est des pieux préfabriqués béton. Ils sont pré-contraints. Et donc, comment est-ce qu'on va les produire? On va avoir des bancs qui sont extrêmement longs, on va tirer des taurons et on va mettre un petit peu d'armature en haut et en bas et on va bétonner le tout en une seule fois. Et donc, si on regarde ici, on a les taurons ici au centre, on va avoir une armature de tête qui est nécessaire pour le battage, une armature de pieu aussi pour éviter qu'il y ait des dommages au pied du pieu, et on a le pieu qui est là.
On a des diamètres aujourd'hui, des dimensions, pas des diamètres, mais des dimensions de pieux qui vont jusqu'à 500, ce qui est très grand. Aujourd'hui, la majorité des pieux que l'on va mettre en place, ils vont être entre 250 et 350. Si vous avez des pieux plus grands, vous allez avoir besoin de mettre des énergies de battage tellement importantes pour les mettre en place que ça va être problématique. Et donc, finalement, vous allez perdre beaucoup de ce que vous aviez. Donc, pieux préfabriqué, battu, béton, on va dimensionner la pose contrainte, pas vraiment pour le pieux en lui-même. La pose contrainte va être le plus souvent dimensionnée pour le levage. Quand je vais lever mon pieu, je vais le lever par deux points. Mon pieu fait 20-25 mètres de long. Et donc, je vais avoir le levage qui va être dimensionnant pour le moment que je vais avoir dans ma structure béton. Simplement sous poids propre. Donc, très important de se rendre compte que le dimensionnement de mon pieu, il est fait pour son levage et pas pour la phase finale. À moins que j'ai un effort horizontal important et d'autres choses, mais un pieu classique qui va uniquement calculer et qui va travailler en compression simple, son dimensionnement béton est déterminé par son levage et par sa mise en place. Gros avantage des pieux béton préfabriqués, c'est que vous avez un contrôle qualité extrêmement bon. Je veux dire par là, vous voyez votre pieu, vous voyez clairement qu'il est en parfait état avant de le mettre dans le sol. Vous pouvez aussi utiliser des bétons à très haute performance qui vont aussi améliorer votre système. Le dernier point, effectivement, ici, vous avez un pieu préfabriqué. Ça veut dire que sa longueur est connue avant de commencer les travaux. Et donc, quand vous battez votre pieu, si le batteur trouve une couche plus faible et qui dit eh ben, je voudrais l'enfoncer un peu plus profond pour avoir la pression et la capacité portante, ce n'est pas possible. Si vous avez une couche plus dure et une hauteur plus élevée et que vous ne savez pas le battre plus profond, eh bien, ce pieu sort du sol. Donc, vous avez assez peu de flexibilité par rapport à ça. Ou bien, par exemple, et ça c'est le plus fréquent, vous avez un bureau d'études d'un entrepreneur qui va optimiser au maximum son dimensionnement de pieux. Et donc, il va avoir les pieux les plus courts possibles. On va faire passer ce dimensionnement par toutes les différentes entités qui vont vérifier le calcul. Et si ça tombe, il y en a un qui ne va pas être d'accord avec les coefficients qui ont été utilisés. Ou bien qui va dire oui, mais vous n'avez pas pris ce CPT-là parce qu'il était moins bon, vous l'avez retiré du paquet, je veux qu'il soit pris. Et donc finalement, ben, votre pieu doit être légèrement plus long. Sachant que pour mon pieu fabriqué, j'ai un temps de livraison d'à peu près 12 semaines, eh bien, je vais souvent commander mes éléments préfabriqués avant que mes dimensionnements soient approuvés par tout le monde. Donc, je vais faire un risque. Et donc, si ma longueur est connue et déterminée, eh bien, je suis coincé par rapport à ça. Point important du dimensionnement, vous avez un système post-contraint, pré-contraint. Pour que la tension, vous n'avez pas de tête d'ancrage. Hein. Ici, on voit les câbles qui ressortent, hein, donc vous n'avez pas de tête d'ancrage. Ce qui veut dire que la précontrainte, ou en tout cas l'effort de précontrainte, se transmet directement du toron au béton. Et donc, sur le premier mètre, vous avez cet effort qui passe de 0 à l'effort de précontrainte principale. Et donc, sur le premier mètre, votre précontrainte n'est pas active. Elle ne fonctionne pas. Et donc, il faut prendre ça en compte dans vos dimensionnements si vous voulez tenir compte de votre précontrainte, par exemple, pour reprendre un effort horizontal et des choses comme ça. Donc, le premier mètre, votre précontrainte n'est pas là. Et donc, c'est uniquement les armatures passives que vous allez mettre en plus qui vont devoir reprendre votre effort de moment, par exemple. Les efforts de moment peuvent être importants. Hein. Vous avez un pieu préfabriqué, vous allez l'encastrer dans votre fondation. Si votre fondation est soumise à un effort horizontal important, vous allez avoir un moment très élevé au niveau de l'encastrement.
Et donc cet effort très éloigné de l'encastrement doit être repris par les premiers mètres du pieu. Et donc vous allez devoir armer fortement le premier mètre du pieu. Monsieur, Oui, pourquoi? J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de précontrainte dans le premier mètre du pieu. vous avez pas de tête d'ancrage. Donc vous tirez sur un câble et la tension dans le câble au bout du pieu, elle est zéro, d'office. Et donc cette tension, et sa tension au centre, elle est à 100%. Et donc pour transmettre cet effort de tension qui est ici au centre, depuis le câble entre guillemets jusqu'au béton, eh bien il faut qu'il y ait un frottement qui se fasse. C'est comme sur vos armatures classiques, il vous faut une longueur d'ancrage pour que cet effort puisse être transmis. Et donc, votre tension dans le câble, elle est zéro au bout du pieu, et elle augmente linéairement, plus ou moins linéairement avec la longueur d'ancrage nécessaire, pour atteindre les 100%. Ici, je dis le premier mètre, pour donner une valeur, ce n'est pas la réalité. Hein. Si vous faites le calcul final et précis, vous allez pouvoir calculer quelle est la longueur que vous avez besoin ici pour que votre poste précontraint devienne effective. Vous avez peut-être 50 cm, peut-être 60 cm, peut-être 1,10 m. Le 1 mètre, c'est clairement une valeur que je vous donne ici en général. Si vous avez un problème de calcul de pieu, d'armature passive à mettre dessus, vous allez faire le calcul beaucoup plus finement pour voir quelle est la longueur que vous avez besoin pour que votre précontrat devienne 100% effectif. Deux derniers points. Le pieu préfabriqué, battu, aujourd'hui, est le pieu le moins cher que vous puissiez avoir sur le marché. Pourquoi? Principalement parce que vous avez peu de béton par rapport à sa capacité, parce que vous allez devoir utiliser des bétons à très haute résistance. Vous n'avez pratiquement pas d'armature, puisque vous avez un système qui est post-contraint, donc en armature, vous gagnez beaucoup d'argent aussi. La mise en place est extrêmement simple. Vous mettez un mât de battage, vous battez dessus, donc il n'y a pas de machine très compliquée. Donc c'est un pieu qui est très bon marché. Son très gros souci, c'est la logistique. Comment vous allez amener ces pieux sur votre chantier? Si vous avez un camion, hein, je vous rappelle la règle d'or, un camion c'est 12 mètres. Si vous commencez à battre des pieux par longueur de 12 mètres, vous n'y arriverez jamais. Donc on va aller avec des pieux de 20 à 25 mètres, et donc vous avez chaque fois un transport spécial pour chacun de vos pieux, enfin pour amener vos pieux. Vous n'avez pas amener un pieu par camion, mais vous avez chaque fois un transport spécial pour les amener sur votre chantier. De nouveau, si vous êtes en ville, c'est catastrophique. Si vous êtes en dehors de la ville, eh bien, encore moins facilement, enfin, plus ou moins facilement d'amener votre transport exceptionnel. Si vous êtes en pleine ville, c'est catastrophique. Donc, gros problème des pieux préfabriqués, les amener sur place, sur chantier, étant donné leur longueur. Ce sont des pieux préfabriqués battus, donc de nouveau, on a des pieux simplement battus, donc on a des vibrations et on a un bruit important. Si je fais un petit résumé de mon système, donc ici on voit un petit dessin de chez Francky, avec le pieu qui est battu simplement, on a le marteau de battage, le mât de battage, le marteau de battage et puis le pieu qui rentre dans le sol. On va avoir des tailles de pieux entre 180 par 180 jusqu'à 450. Le plus souvent, on est entre 250 et 350. Si on veut des pieux très très longs, on peut mettre un système de connexion entre deux parties de pieux pour allonger le pieu. On a la longueur maximum du pieu dépend principalement des capacités de transport. Comment est-ce que je peux amener mon pieu sur le chantier? Je vais avoir un béton de très haute qualité, donc je vais avoir peu de béton par rapport à la section dont j'ai besoin pour reprendre mon effort. Je vais le pré-contraint, donc je vais avoir très peu d'acier dans mon système. J'ai un pieu à refoulement complet, donc c'est le meilleur pieu que je peux avoir point de vue capacité. Je vais avoir des capacités jusque 200 tonnes, pas de souci.
Ce qui est très important aussi, c'est que je ne vais pas battre mon pieu, et donc je peux le battre avec n'importe quelle inclinaison. Si je veux le mettre à 45 degrés dans le sol, je le mettrai à 45 degrés dans le sol. Si je veux mettre vertical, je le mettrai vertical. Et donc, si j'ai des efforts horizontaux importants à reprendre, je vais pouvoir facilement mettre sous ma fondation des pieux verticaux pour reprendre mon effort vertical et des pieux inclinés à 45 degrés pour reprendre mes efforts horizontaux. Le plus souvent, on va se mettre à 1 sur 3 sur les pieux, des pieux inclinés. Mais bon, théoriquement, on pourrait aller jusqu'à 45 degrés sans souci pour mettre ces pieux inclinés dans le sol. Pour finir, deux petites photos. Donc, on a ici le pieu qui arrive. Il va être mis à la verticale par la grue. On va le mettre sous le marteau. On va le battre et c'est fini. C'est des pieux préfabriqués, comme je dis ici. On a un mat de battage, on a le marteau, le pieu fabriqué. Je peux le mettre avec une inclinaison dans le sol sans souci. Ici, on est pour un mur de quai. On va battre ces pieux inclinés sans aucun problème. Le seul problème des pieux inclinés, c'est que si vous n'êtes pas bien guidé, vous allez avoir le poids de votre marteau qui va porter sur le pieu et qui risquerait de l'endommager. Dernière photo. On peut le mettre sous eau, sans souci non plus. On a un système préfabriqué, donc on peut mettre ça sous eau sans souci aussi. Et le reste, on le verra vendredi. Je vous laisse présenter votre CPT. Effectivement, ce qui n'est pas votre CPT, c'est votre essai de sol aujourd'hui. C'est le premier pressiomètre normalement. Je vous laisse prendre l'écran pour présenter cela. Bonjour, merci. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, Nassim et moi allons vous présenter notre analyse d'essai de sol. C'est un essai de sol pressiométrique effectué en France. Donc, concernant la localisation, l'essai de sol a été effectué dans le port autonome de Marseille, sur le quai conteneur terminal 2, donc en plein port. C'est un port industriel. Le port se situe dans la commune de Fos-sur-Mer, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de Marseille. Donc, quand on dit Marseille, on pense souvent aux calanques de Marseille, on pense à un paysage assez composé de roches, de calcaire, etc. Donc, voici plus précisément la localisation de notre essai de sol. Concernant le contexte, donc cette commune vit actuellement de l'industrie portuaire. Donc on a de la pétrochimie, de la métallurgie. Il faut savoir qu'avant, cette commune vivait des marais salants. Donc c'était une petite commune qui produisait du sel grâce à ces marais. Et on peut le voir ici sur l'image. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici au-dessus, dans l'image du dessus, on voit ici des marais un peu submergés d'eau. C'est qu'il nous laisse quelques indices quant à la composition du sol pour notre essai. Avant d'interpréter nos résultats, il est important de faire une étude en amont de l'essai de sol et s'informer un peu. Et on peut trouver ici sur un site français, donc geoportail.gouv.fr, plusieurs cartes mises à notre disposition sur tout le territoire français. Parmi ces cartes, on a des cartes de sol. Et dans ces cartes de sol, on a quand même pas mal d'informations qu'on peut exploiter. Donc ici, dans les alentours du port, on a un sol qui est défini ici comme marécageux à dominante salée.
On peut rencontrer des manades, de la végétation hydrophile et halophile. Le type de sol ici est nommé sodi-salisol. Et en cliquant ici sur les liens, on peut trouver ici différentes études qui ont été faites par certaines sociétés. Donc, parmi ces études, on peut extraire les informations suivantes. Donc, on a à 80% ici, grâce au diagramme circulaire, on voit que 40% du territoire est composé de sols effectué par l'étude numéro 114 et 40% par l'étude numéro 113. Et on constate effectivement que le sol est bien salique, donc composé de sel, sol salique calcaire à texture limoneuse, voire argileuse, et on constate aussi donc une pierrosité nulle et on dit que c'est issu d'alluvions fluvio-palustres ou alluvions lagunaires. Donc, je vais passer la parole à mon binôme pour l'interprétation de l'essai de sol. Les résultats qui nous a été fournis pour l'essai de sol pression-métrique. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. L'avantage de l'essai pression-métrique permet de traverser un sol rocheux, ce qui n'est pas le cas pour CPT. Et en France, nous avons principalement des sols rocheux. À gauche de slide, nous avons les résultats donnés par le sondage qu'on vient gonfler par l'eau, qui nous donne comme paramètre le module pression-métrique et la pression limite. Et à droite, nous avons les résultats donnés par le forage. Donc, avant de venir introduire la sonde, on vient fourrer le sol. Nous trouvons dans ce diagramme une vitesse d'avancement, une pression et un couple de rotation. Tous ces résultats vont nous délimiter les différentes couches du sol. Les résultats de fourrage nous donnent une délimitation visuelle. Par exemple, on regarde si la vitesse d'avancement est constante et le couple de rotation s'il est constant. Parallèlement, on regarde les valeurs données par la sonde. En fonction de ces deux résultats, nous avons interprété chaque essai grâce au diagramme spectral utilisé en France. Donc le diagramme spectral qui est ici. Nous avons donc de 0 à 3,5 mètres un sol meuble de qualité médiocre, argileux et limoneux, puis de 3,5 à 5 mètres et demi. Dans ce cas-ci, nous avons une différence de résultat. On a un sol meuble fracturé de qualité moyen et argileux et un sol meuble altéré limoneux. Ensuite, de 7,5 à 15 mètres de profondeur, nous avons un sol meuble de qualité médiocre, argileux et limoneux. Slide suivant, s'il te plaît. Quand on dépasse les 20 mètres de profondeur, la vitesse de forage est très faible avec une pression élevée et un couple de rotation assez élevé. Donc là, on constate qu'on est dans un sol plutôt rocheux. C'est ce qu'on trouve en faisant le rapport de AM sur PL. Nous avons donc une valeur moyenne de 3 de module pression métrique et une pression limite de 7 de cette barre. Donc, nous avons un sol raide massif surconsolidé de marmeau calcaire. Ensuite, à la profondeur de 27 mètres, nous avons une vitesse très élevée de forage, une pression identique à celle précédente et un couple de rotation qui a tendance à diminuer. Donc, nous avons de l'argile meuble fracturée. Donc, nous pouvons dire que nous avons un sol hétérogène à cette profondeur. Finalement, on part sur un sol raide fracturé, surconsolidé, roche fragmentée. Voilà. Merci pour votre écoute. Ok, c'est très, très bien. Vous avez fait une bonne recherche pour voir où vous étiez, etc. C'était la première fois qu'il y a un pressiomètre, donc c'était un petit peu compliqué, moins simple que pour les autres. Peut-être ce qui nous manquait, ce sont les caractéristiques mécaniques du sol. Oui. Donc les C et les Phi, mais ça, j'ai cherché un peu, mais je ne trouvais pas des abacs propres au sol français.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qui est important aussi, hein, sur ce débat, ce que vous avez bien fait les différents rapports entre les différents types de sols. Vous avez bien regardé en fonction, bien regardé la corrélation entre les paramètres du forage même et les paramètres de ces pressiométriques, ce qui est très bien. Par contre, oui, le dernier point, c'était quand même pour chacun de ces sols, au moins donner une idée des valeurs phi et c que l'on prendrait en compte, quoi. Je ne sais plus si j'ai mis ça dans le cours ou pas, s'il y a un tableau français. Mais sinon, sur Internet, vous avez beaucoup de tableaux qui existent par rapport à ces valeurs-là, quoi. Et donc, en fonction du module EM sur PL, du type de sol que vous avez, eh bien, il y a des phi et des c qui sont donnés, quoi. Ok. J'ai peut-être mal cherché. Donc, ce qui est très important, puis je vais vous laisser parce que le temps file. Si on retourne au graphique de l'essai, oui, le suivant est plus parlant. Et donc là, on voit clairement la valeur maximum comment dire, du sol. Et donc, on voit que le PL qui est donné, il est supérieur à 4,50. Et donc, en fait, si on va plus haut que cette valeur-là, eh bien, la cellule n'est pas capable de reprendre la pression. Et donc, il a limité lui-même cette pression maximum. Ouais. Et donc, ça veut dire que les valeurs qu'on a de PL, eh bien, elles ne sont pas, elles sont bornées. Et donc, quand on fait un rapport EM sur PL, eh bien, il n'est pas juste, puisque le EM, lui, il est juste, puisqu'on a pour une valeur donnée un déplacement, donc on a une valeur de EM, mais le PL, lui, était borné, et donc la valeur de EM sur PL qui est donnée n'est pas correcte. Ah oui, juste. J'ai pas fait attention à ça. Et donc, on voit clairement les différentes corrélations entre les choses, et donc on voit clairement qu'on a un très bon sol et un sol moins bon en dessous. C'était très bien. Pour le premier pressiomètre, c'était vraiment très bien. Merci. Merci. Je vais vous laisser ici. Au moins, vous avez quelqu'un a des questions, commentaires? Ok, très bien. Je vois alors vendredi matin pour la suite du chapitre sur les pieux. Bon après-midi à vous. Merci. Merci. À vous aussi. Merci, bon après-midi. Monsieur, Oui, on avait quelques petites questions par rapport à notre essai de vendredi. Est-ce qu'on peut les poser dans... ouais, allez-y, je vois que tout le monde s'en va presque, donc restez ici, ce sera le plus simple. Ouais, ok. Allez-y, partagez votre écran. Oui. Guillaume, est-ce que tu es là? Ah non, il y a mon binôme. Oui, je vois qu'il est là, Guillaume Wautier, mais son micro est éteint. Oui. J'espère. Oui. Ah voilà. Maintenant, vous m'entendez? Oui, Ok, super. Bah, je vais partager mon écran. Donc, dans le cours, donc, on utilise bien ce diagramme spectral, oui, mais notre essai, en fait, il se déroule au Cameroun. Et oui. donc, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser celui-ci pour des sols camerounais? Je pense pas. Je suis pas sûr, mais